Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro où on va parler cette semaine de santé connectée en compagnie de Mathieu Letombe. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Marco. Bonjour. Alors Mathieu, vous êtes directeur général de Withings. Et pour resituer rapidement, Withings c'est une entreprise fondée en 2008 par Eric Carrel, Fred Potter qu'on a reçu récemment d'ailleurs, on vous mettra le lien dans l'article, et Cédric Hutchings, et vous proposez différents appareils connectés comme des montres, des balances, des tensiomètres, des thermomètres, des appareils aussi pour analyser le sommeil, le tout dans un cadre de santé numérique pour proposer aux utilisateurs d'améliorer leur bien-être et leur santé. Est-ce que déjà c'est bien résumé ? Ouais, c'est exactement ça. D'accord, tant mieux. Et en gros, est-ce que Withings aussi c'est quoi ? C'est une marque de dispositifs médicaux ou c'est une marque de lifestyle ou c'est un peu les deux ? C'est une bonne question. Withings ça a été une marque d'IoT au début, donc Internet of Things, connectons les produits. Après, ça a plutôt été une marque bien-être. Et on est devenu une marque santé il y a quelques années, donc suite à notre sortie de Nokia. Donc, il y a 3 ans, on a décidé d'être une entreprise médicale avec des certifications spécifiques. Par contre, vu notre focus sur le design, on est aussi une marque un peu lifestyle, et c'est pas quelque chose qu'on veut contrer, quoi. On veut être plutôt au milieu de la santé et du lifestyle, donc pas forcément être excluant sur la partie santé et être un hôpital à la maison, mais plutôt avoir des produits qui s'intègrent dans notre quotidien et qui ont des bénéfices sur la santé. Ouais. Du coup, vous avez rejoint Withings il y a une dizaine d'années. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la santé connectée ? Et est-ce que finalement, il n'y a pas un avant et un après Covid très clairement dans ce segment-là ? Bah effectivement, au début, donc c'était plutôt bien-être, c'était pas du tout santé, mais pour plusieurs raisons, hein. Il y a eu des avancées technologiques aussi qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire un ECG au poignet, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, où on commençait à peine à connecter des objets. Et donc le fait que les objets commencent à être connectés et qu'en fait on puisse aussi introduire des nouveaux objets dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc au début c'était plutôt bien-être. On a vu des traces d'une évolution il y a 4-5 ans quand même et on va dire l'utilisateur final, sa volonté de pouvoir commencer à prendre soin de sa santé. On l'a vu aussi dans des capteurs comme les accéléromètres qui ont commencé à être introduits dans des téléphones, et donc du jour au lendemain les gens pouvaient commencer à mesurer, à compter leurs pas et leur activité. Mais effectivement il y a eu une accélération ultra forte pendant la crise du Covid, aussi bien sur on va dire le client final, qui du jour au lendemain comprend que sa santé est ultra importante et un peu au cœur de ce qu'il doit apprendre à gérer lui-même, que ça le met à risque pour des maladies comme le Covid, mais entre autres, hein. Et aussi une accélération sur la volonté des professionnels de santé de pouvoir suivre des personnes à distance, puisque on ne pouvait plus les suivre physiquement. Et donc ça a énormément accéléré la télémédecine de manière générale, et c'est pas forcément quelque chose qui va revenir en arrière. C'est plutôt, on a fait un bond de 5 ans dans le futur, quoi, une accélération, et donc maintenant, ça continue de se développer, quoi. C'est toujours un peu délicat de faire le lien entre les effets de la pandémie et le côté business d'une entreprise. Et j'imagine que oui, effectivement, ça joue aussi sur votre chiffre d'affaires cette dernière année. Oui, on avait anticipé une bonne année 2020, mais là, on s'est retrouvé face à une croissance qu'on n'avait pas du tout anticipée. Ça s'est vu sur toutes les régions. Il n'y a pas une région où on se dit on a été plus impacté, mais vraiment une prise de conscience. Et après, ça a été notre travail à nous de pouvoir fournir cette demande qui n'était pas anticipée encore une fois, et donc de pouvoir faire découvrir notre marque et nos objets à des nouveaux types d'utilisateurs aussi, qui n'étaient pas forcément la cible tech geek qu'on avait forcément avant, mais plutôt Madame Tout le Monde ou Monsieur Tout le Monde qui comprend que par exemple son poids ou son obésité peut le mettre beaucoup plus à risque sur des maladies comme l'hypertension, et que toutes ces maladies-là déjà peuvent être accompagnées, mais aussi sont des facteurs de risque pour d'autres maladies comme un cas sévère de Covid. Ouais. Votre plus gros marché aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les États-Unis, donc c'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, on est à 15 sur la France, 15 sur l'Allemagne, 10 UK, et après on est Australie, Japon, Asie. C'est ce qui explique pourquoi votre dernière levée de fonds, qui était de 53 millions, c'est surtout pour développer le marché américain ? Pas uniquement, alors oui en partie, mais c'est aussi parce que sur la partie donc plutôt professionnelle de santé,
qui est un autre pan de notre business. Qui est de combien de pourcents aujourd'hui dans votre activité? C'est à peu près 15-20% de notre activité. Ça n'existait pas il y a quelques années, donc ça c'est un autre type de changement. Elle est principalement aux États-Unis, donc 90% de cette activité-là, elle est faite aux États-Unis. Donc c'est pour expliquer un peu, donc les professionnels de santé ont besoin de pouvoir suivre des patients à distance, pas nécessairement liés au Covid, mais parce que il a été démontré sur les dernières années qu'en fait, quelqu'un qui était suivi à distance, mais plus fréquemment, on avait un impact sur la santé qui était bien supérieur à le suivre physiquement de temps en temps. Il y a eu des grosses études médico-économiques, principalement sur les risques de diabète. Donc ça s'est développé ultra vite aux États-Unis, et donc maintenant, ils sont énormément en demande, et d'objets connectés pour pouvoir suivre leurs patients à distance, et de solutions un peu spécifiques, parce que justement, ces patients ne sont pas forcément la personne qui achète sur Amazon, à la Fnac ou Darty, mais des gens qui ont peut-être moins accès à la technologie. Donc c'est pour ça que typiquement, on a intégré des puces cellulaires dans nos produits pour cette partie du marché-là. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'un smartphone ou de Wi-Fi ou de devoir installer le produit. Vous recevez un produit, vous l'ouvrez, vous pesez, votre médecin, il peut vous suivre à distance sans que vous ayez rien fait. Donc ils avaient aussi besoin de solutions un peu spécifiques, et donc c'est pour ça que sur la levée, on avait dédié une partie de notre levée à développer des solutions dédiées aux professionnels de santé, mais dans un sens très très large, quoi. C'est pas qu'un médecin, ça peut être un hôpital, ça peut être ce qu'ils appellent des healthcare programmes, qui sont des entreprises privées qui vont commencer à s'occuper des patients. Ouais. Pour aller un peu plus loin sur cette question du B2B, nos camarades de ZDNet avaient une petite question pour vous. Donc, WeSync, c'est très connu du grand public, mais je crois comprendre que vous pivotez désormais et que vous développez une activité à destination des professionnels dans le monde de la santé connectée, avec des objectifs très ambitieux de croissance. En creux, est-ce que ce pivot, c'est pas aussi une manière de reconnaître implicitement que dans le domaine du grand public, des objets connectés grand public, désormais vous avez atteint un plafond de verre par rapport à des acteurs géants, mondiaux, tels que Apple ou Samsung? En fait, donc pas du tout. Nous, en fait, déjà, on n'appelle pas ça un pivot, c'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être pu l'appeler un pivot d'ailleurs à une époque, on s'en va pas du tout du B2C, on rajoute une brique B2B parce qu'en fait, on considère qu'on a la gamme de produits de santé la plus large en connecté, qu'on est les meilleurs là-dedans. Alors, c'est pas vrai sur tous les produits. Il y a des grandes marques qui sont très bons, par exemple, sur la montre. Sur la balance, on est numéro 1, même dans les balances non connectées aux États-Unis. Vous êtes arrivé très tôt, en plus, ouais. là-dedans. Et donc, en fait, c'est de se dire, mais en fait, les professionnels de santé ont un besoin. On est les meilleurs dans le consumer, on va dire. Et on se dit, pour que ce changement dans la santé puisse fonctionner pour les professionnels de santé, il faut leur donner des solutions qui vont fonctionner pour le patient final, pas nécessairement pour le professionnel de santé. Et donc nous, c'est quand même ce qu'on fait depuis 10 ans, à savoir rentrer dans la routine des gens sur du long terme, de manière très fréquente. Donc c'est plutôt un nivellement vers le haut, en se disant, donnons accès à ces patients à des produits qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché de la santé. Et donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, si nos produits sont suffisamment bien pour que des gens puissent dépenser 100, 200 euros pour les acquérir et les utiliser, qu'est-ce qui va se passer si des patients vont l'avoir de manière gratuite parce que remboursés par leur assureur pour être suivis à distance? C'est cette expérience-là qu'on a envie d'offrir à ces patients qui sont soit à risque, soit souffrent d'une maladie chronique, et pas une expérience dégradée. Et donc on s'est dit, faisons-le, et puis c'est plutôt les professionnels de santé d'ailleurs qui nous ont poussé à créer une division B2B que nous qui nous sommes dit ça marche pas assez bien en B2C. Nous, notre activité B2C, elle croît encore énormément, et on en a parlé pendant le Covid, elle a explosé, quoi. Donc on compte absolument pas abandonner le B2C, on veut vraiment mettre au service du B2B notre expertise B2C. Il a beaucoup été question pendant la crise du Covid de la data et de la confidentialité des data concernant la santé. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour éviter qu'il y ait des dérives à ce niveau-là ? Il y a deux problématiques sur les data. Il y a la sécurité de nos données. Donc ça,
on a une équipe dédiée qui s'assure que si on se fait attaquer, il n'y ait pas de fuite de données. Ça, c'est un premier point. Parce que c'est quand même important. On parle beaucoup de la data privacy, mais il y a aussi la data security, quoi, comment on les protège. Sur la data privacy, donc les deux modèles sont différents, même s'ils se rejoignent. Quand on vend un produit à quelqu'un, il a le contrôle de ses données. Elles sont à lui. Nous, on va les utiliser pour ou comprendre l'expérience qu'il a avec le produit, ou améliorer le produit avec des nouveaux algorithmes, et on l'a déjà fait, c'est-à-dire qu'on avait un matelas sommeil qui a été acheté par nos utilisateurs. 2 ans après, on détecte l'apnée du sommeil dessus, parce qu'avec les données de respiration, les données de rythme cardiaque qu'on a vues sur notre base de données, on a été capable de développer un algorithme médical. Et ça, tout ça en interne, parce que tout ça en interne. Sur toutes ces années, vous avez dû accumuler un nombre de données. Oui, on fait tout ça en interne. On a une grosse équipe data science qui travaille là-dessus. Et donc, 2 ans après, on leur donne un algorithme qui dit, du jour au lendemain, votre produit, il détecte l'apnée du sommeil. Donc, on se sert des données pour ça. On est très ouvert sur le partage des données, c'est-à-dire qu'un utilisateur, il peut partager avec pratiquement qui il veut ses données. On a une API ouverte qui nous permet ça, mais c'est uniquement sous demande de l'utilisateur. Nous, on ne va pas partager ses données, on lui permet de partager ses données. Et dans ce cas-là, notre responsabilité, c'est vraiment de lui expliquer, un peu comme parfois c'est mal compris sur un partage Facebook. Nous, on va lui expliquer, tu vas partager tes données, je ne sais pas, de poids avec Runkeeper, je donne des exemples. Ils vont avoir accès à tel type de données. Et tu peux casser le lien à tout moment si tu le souhaites. Donc on est ouvert sur le partage des données, mais c'est vraiment à destination de l'utilisateur. Et on ne partage pas les données de nos utilisateurs avec le monde extérieur. Donc ça, c'est pour la partie B2C. En B2B, en fait, la personne, quand elle va rejoindre un programme, que ce soit via son hôpital ou via une entreprise, elle va donner son consentement, c'est écrit dans la loi américaine, et c'est probablement pareil en Europe, elle va donner son consentement pour que le professionnel de santé ait accès à ces données. Et elle comprend ce qui va être partagé, et elle comprend que c'est dans l'objectif de le suivre et d'améliorer sa santé. Nous, on ne fait rien non plus de ces données-là, mais donc des deux côtés, les chemins sont différents, mais il y a toujours un consentement ou une demande de l'utilisateur pour partager ces données, et avec quelqu'un de très, très précis. Et il faut que ça reste comme ça. Et ensuite, on a des normes dédiées, c'est-à-dire que aujourd'hui, un peu comme la réglementation sur un produit médical, quand vous hébergez des données de santé, il y a un ISO spécifique, il y a hébergeur de données de santé en France, il y a HIPAA aux États-Unis, qui réglemente énormément la façon dont sont partagées les données, qui y a accès, pourquoi, à quel moment. Et donc, c'est 2 normes que nous, on passe, on se fait auditer pour ça. Et c'est super positif, c'est très très bien. Et nous, ça nous protège presque aussi d'autres concurrents qui pourraient voir les choses différemment, avec des serveurs qui ne sont pas forcément hébergés en Europe ou aux États-Unis. Et donc, nous, on est très contents de ça, quoi. C'est forcément du travail, mais ça nous permet, de protéger nos utilisateurs et de nous différencier par rapport à d'autres entreprises. Ouais. Dans la prise de conscience vis-à-vis de la santé numérique dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi traduit dans le plan France 2030 annoncé il y a quelques semaines. Si je ne me trompe pas, c'est 7 milliards d'euros ils seront investis sur 9 ans pour essayer de rattraper le retard français en termes de médecine prédictive, personnalisée, mais aussi en informatique quantique et aussi en Internet des objets. Est-ce que selon vous c'est assez ? Est-ce que la France peut rattraper son retard à ce niveau-là ? Je sais pas si je suis bien placé pour dire si c'est assez ou pas. Je pense que l'important, c'est d'avoir un plan déjà et de pouvoir se mettre au travail sur ce sujet. C'est quelque chose qu'on voit, nous, en Allemagne, au Royaume-Uni aussi. Ils ont globalement des plans similaires. Je pense que la France met plus d'argent d'ailleurs que ses pays voisins sur la digitalisation de la santé, etc. Maintenant, je pense que on travaille là-dessus. Et au-delà du budget, je pense qu'il faut aussi que des mentalités changent, ce qui est une chose qui ne s'achète pas forcément. Ouais. Mais il faut qu'on ait un système en place qui permette que ce soit simple, tout ça. C'est des choses qui ont été faites aux États-Unis, sous Obama d'ailleurs, où il a été forcé aux professionnels de santé d'intégrer leur Electronic Health Record, et ça a fonctionné. Et pour ça, il faut de l'argent, parce qu'il faut à la fois motiver les professionnels de santé à faire ce passage-là,
Et à la fin, il faut presque que ça devienne une réglementaire, un peu comme aujourd'hui, vaut mieux prendre la carte vitale, demain, vaudra mieux être connecté à un système qui permet de pouvoir accéder aux données de santé et permettre le patient la même chose. Donc oui, je pense que c'est un bon début et maintenant, il faut qu'on se mette au travail. Ouais. Il est également question de télésurveillance des patients chroniques en 2022. L'État a mis des fonds et va donner des fonds aux entreprises innovantes dans ce domaine-là. Est-ce que vous faites partie des entreprises qui reçoivent et qui vont recevoir des fonds de l'État pour justement mettre en place cette télésurveillance ? On a des dossiers en cours. Aujourd'hui, encore assez récemment, on n'en était qu'à de l'expérimentation pour démontrer que ça fonctionne. Je pense que ça avance bien, mais oui, on qualifie largement pour avoir accès à ces plans de financement, et c'est quelque chose qu'on suit attentivement. Et puis, ce qui est intéressant, je pense, et aussi c'est ce qu'on souhaite défendre quand on va aux États-Unis, c'est qu'en fait, en allant aux États-Unis, on peut aussi voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Y a pas énormément... Quand on travaille sur la santé, en France aujourd'hui, on est plutôt à travailler sur le marché français. Nous, on a une chance qui est 40% de ce qu'on fait est fait aux États-Unis. Et donc, sans dire qu'ils ont de l'avance, ils ont éprouvé certains systèmes qui n'existent pas encore chez nous. Et donc, nous, ça nous permet de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de pouvoir aussi le transmettre à la France. Donc voilà. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir être en Allemagne, de pouvoir comprendre ce qui fonctionne pas un peu ailleurs dans le monde. Mais c'est un système qui coûte tellement cher qu'il développe beaucoup la prévention aux États-Unis, contrairement à la France où, effectivement, on a un système de sécurité sociale qui est tel qu'effectivement, est-ce que c'est justement ce principe de prévention, il commence à bien rentrer dans nos mœurs, si je puis dire. Pas encore complètement, mais je pense qu'il va arriver. Les États-Unis, ils ont attaqué ça à cause des coûts. Donc c'était vraiment le coût de quelqu'un qui a du diabète. Il est faramineux. C'est quoi le coût d'un programme qui peut l'empêcher d'être diabétique ? Aux États-Unis, ils ont 84 millions d'Américains qui sont à risque pour le diabète. Et un diabétique, ça leur coûte $25 000 par an. Ouais. Donc le calcul, il est rapidement fait. Et ils se disent, comment ne serait-ce que prévenir 50% des gens à risque pour le diabète. Donc nous c'est un peu caché derrière nos coûts santé qu'on ne voit pas forcément. Mais par contre, ce qui a été forcément développé pour arriver à convaincre des assureurs aux États-Unis, que ce soit public ou privé, c'est l'efficacité de ces programmes-là. Et ça, l'efficacité de ce programme-là, il n'est pas dépendant du pays, quoi. Donc ces programmes-là, ils ont une efficacité telle que à la fin, la Sécu sera quand même contente de gagner de l'argent. Et donc c'est prouvé. Donc je pense que oui, le travail qui a été fait va aider dans le sens où il y a des résultats qui ont été démontrés. Et là on parle du diabète, mais demain c'est l'hypertension, sur comment motiver les gens à prendre leurs médicaments par exemple, ce qui est un vrai problème sur le suivi d'hypertension, ou comment détecter des maladies avant qu'elles arrivent. Et donc voilà. Je pense que ça va prendre... De manière globale, dans les appareils connectés pour améliorer la santé et le bien-être, qu'est-ce qui reste encore à améliorer un peu d'un point de vue technologique ? Je pense que c'est avant tout l'accessibilité de la donnée. Parce qu'en fait, nous, on travaille bien entendu sur dans nos futurs produits à aller plus loin dans ce qu'on mesure, parce qu'on considère qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Maintenant qu'on est chez les gens et qu'ils nous font confiance et qu'ils utilisent un produit tous les jours, il y a sûrement des nouvelles types de mesures à aller chercher. Mais en fait, ces données-là, elles ne servent pas à grand-chose si elles restent sur l'utilisateur. Il a besoin d'être accompagné. Et justement, nous, on est plutôt un outil qui doit aider à l'accompagnement plutôt qu'un outil qui nous garde avec soi-même, quoi. Et donc maintenant, le pire, c'est que c'est pas c'est pas un challenge technologique de partager de la donnée, quoi. Ouais. Enfin, c'est un truc qu'on fait tous les jours sur des énormes volumes. C'est plus un enjeu de comment, justement, on décide de la solution, comment toutes ces données sont connectées. Et donc voilà, c'est ça d'après moi l'enjeu numéro 1. Et après on verra comment on peut aller plus profondément dans ce qu'on mesure, mais d'abord c'est l'accès à la donnée de santé. Et aujourd'hui, nous on parle pas mal avec des cardiologues qui me disent c'est super important que mon hypertendu, il puisse suivre sa tension à domicile, 1 pour voir l'effet des médicaments, 2 pour voir l'effet quand il les prend pas, et puis 3 parce que c'est important de le suivre. Et il voit des gens qui arrivent pour les plus
les plus attentionnés qui arrivent avec des énormes calepins de mesures. Et il me disait, je passe 15 minutes en début de rendez-vous à essayer de faire une moyenne, à essayer de voir quelle mesure, quel jour il était dans le rouge, etc. Nous, on a développé une interface qui permet de suivre tout cela, et puis qui permet de créer des alertes, et vous n'avez pas à analyser vous-même la donnée. On vous dit, bah oui, le mercredi, à telle date, à telle heure, il y a eu quelque chose, vous voulez regarder, quoi. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail. Ouais. C'est noté. Merci Mathieu. Bah, merci à vous. Merci. Marco. Et merci à Caro pour la